Merci beaucoup d'être connecté aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, nous allons assister aujourd'hui au webinaire de Noël Tordo, qui va nous parler de la rage depuis la recherche fondamentale à la réalité de terrain. Comme vous le savez peut-être, Noël Tordo est maintenant directeur de l'Institut Pasteur de Guinée en Afrique. Je m'appelle Clémentine Schilt et je suis la responsable de l'enseignement numérique à l'Institut Pasteur. Donc, en plus de ces webinaires que nous organisons environ tous les 2 mois et qui durent 1 heure et qui sont en français, nous organisons bien sûr des cours en ligne, des MOOC qui sont en français et en anglais. Et vous trouverez le lien dans le chat de ce webinaire. Et d'ailleurs, il y a un MOOC sur la rage auquel vous pouvez vous inscrire si vous êtes très intéressé ou si vous êtes intéressé par cette thématique. Je vais laisser Monica Sala se présenter à côté de moi. Bonjour, je suis Monica Sala, directrice de l'enseignement de l'Institut Pasteur et bienvenue au webinaire de l'enseignement. Je suis très contente de vous voir aussi nombreux en ligne. Nous allons maintenant commencer ce webinaire. Donc, je vais faire une petite introduction de Noël. Donc, Noël Tordo a soutenu sa thèse en virologie en 1988 sur le premier séquençage complet du génome de la rage, du génome rabique. Il a ensuite dirigé différents laboratoires en s'intéressant à des aspects fondamentaux et translationnels du virus rabique. La diversité des lissavirus, donc la famille des virus rabiques, les interactions moléculaires qu'ils établissent avec leurs hôtes, leur dynamique de coévolution et de franchissement de la barrière d'espèces. Et ensuite, il a aussi également travaillé sur le développement de vaccins et de futures thérapies. De 2006 à 2011, il a dirigé l'unité de biologie des infections virales émergentes, le laboratoire P4 de Lyon, en s'intéressant aux fièvres hémorragiques virales, Ebola, Lassa, hantavirus et d'autres. Et depuis 2015, il dirige la construction du nouvel Institut Pasteur de Guinée à Conakry, suite à l'épidémie d'Ebola qui a sévi en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. Noël est très intéressé par le transfert de connaissances et il a dirigé le cours de virologie fondamentale de l'Institut Pasteur pendant 20 ans. Merci beaucoup Noël. Et a organisé de nombreux cours, des séminaires et des congrès à l'international. Il est actuellement le président de la Société française de virologie et membre de l'Académie vétérinaire. Merci beaucoup Noël d'être avec nous et donc je vais te laisser démarrer le webinaire. Merci beaucoup Clémentine, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents. Donc l'introduction a déjà été faite, donc je vais vous parler de la rage que je connais effectivement depuis un certain temps, de la recherche fondamentale que je faisais à Paris, à la réalité de terrain que j'ai pu vivre ici en Guinée. J'essaye d'avancer. Voilà. Donc ça, c'est une image qui date de 2004, qui est en fait une image du monde en fonction du ratio de décès de rage qui était rapporté à l'époque. Et vous voyez que c'est essentiellement en Asie qu'il y avait des décès de rage rapportés, quasiment pas en Afrique, quasiment pas en Europe, mais en Europe, il n'y en avait pas beaucoup non plus aux États-Unis, et il n'y en avait pas en Amérique latine. Suite à ça, un premier papier avait été publié, c'est le papier suivant, et ce qui est important dans ce papier-là, c'est pas tant les chiffres que l'on voit ici, c'est que c'est des chiffres présumés. C'est des chiffres présumés parce que vous pouvez voir qu'en Afrique, en gris, là, no data, il n'y avait pas de données, et donc c'est une évaluation qui a été faite en fonction des pays qui rapportaient, et c'est une courbe mal taillée, en fait, pour essayer d'avoir le nombre total. Nous étions comme ça un certain nombre de personnes qui en avions marre de commencer systématiquement depuis des décennies nos speeches en disant « il y a toujours 50 000 personnes qui meurent de rage ». Et avec des collègues, Tony Fuchs, un Anglais, Thomas Müller, un Allemand, et puis Deborah Briggs, une Canadienne, on a fait un petit brainstorming à Saint-Raphaël en mai 2005. On a bu un petit peu, bien entendu, on est quand même français ou européen. Et puis on s'est dit, peut-être qu'il faut essayer d'écrire quelque chose et de soumettre quelque chose pour changer la situation. Très rapidement, on a pris contact avec des gens qui étaient au Gavi, parce qu'ils nous pensaient important d'avoir des vaccins. Et les gens nous ont dit, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais si vous ne fonctionnez pas dans le système en bas, en haut, bottom-up, ça ne fonctionnera pas. Donc, n'allez pas regarder les VIP, les gens importants, mais créez une ONG. Et on a créé Global Alliance for Rabies Control en 2006 et 2007.
Elle est enregistrée en Écosse et aux USA, et c'est une ONG qui est toujours très, très active et qui partage du matériel éducatif et des échanges d'informations. Suite à ça, on a décidé de créer le World Rabies Day, ou les Journées mondiales de la rage, en 2007. Et chaque 28 septembre, qui est la mort anniversaire de Louis Pasteur, et c'est un jour clé pour une prise de conscience. Vous pouvez voir ici, beaucoup de pays participent, beaucoup d'événements, des événements de sensibilisation à la rage, des vaccinations des chiens. Et là, en bas, vous avez le logo de l'année 2024. Suite à ça, les privés, les boîtes se sont intéressés et on a créé le Partner for Rabies Prevention en 2008 pour justement mettre tout ce monde, aussi bien les publics, les privés, les NGO, les sponsors autour de la table, et l'ensemble de tout ça a commencé à créer des projets pilotes dans le cadre One Health pour le contrôle de la rage, payés par des banques comme UBS, payés par Bill et Melinda Gates avec l'aide de l'OMS. Et voici un premier résultat qui a été obtenu qui a été publié par Amson en 2015. Donc c'est la même figure que vous voyez tout à l'heure, sauf que les pays, comme vous le voyez, rapportent beaucoup plus. Et on a en fait environ 35 000 cas et 21 000 cas, respectivement en Afrique et en Asie, qui sont rapportés. C'est essentiellement des enfants, comme vous le savez, 60% des cas de rage sont chez les enfants, et dans 99% des cas, c'est des morsures de chiens. Il est intéressant de voir que en Amérique latine, par exemple, il y a très peu de cas, et c'est pas pour rien. C'est parce que les Américains, depuis les années 90, ont compris qu'il fallait vacciner les chiens pour immédiatement avoir une baisse dans la vaccination, dans les cas humains. Et c'est un des premiers exemples très vrais de l'efficacité du concept One Health. Ce papier dit aussi qu'il y a d'énormes pertes de l'ordre de 10 milliards de dollars chaque année, beaucoup pour la mort prématurée de cette jeune fille qui ne deviendra peut-être jamais une pilote de chasse, par exemple, où beaucoup des prix aussi sont liés aux vaccinations, des pertes de bétail, des pertes de salaire, mais très peu, 1,5% à la vaccination des chiens. Et pourtant, dans le même papier, on s'aperçoit que, on compare par exemple l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique, pour simplement 10 fois plus de coûts en Amérique latine, sachant donc de coûts de vaccination des chiens, sachant que la vaccination humaine est à peu près la même, on s'aperçoit qu'on arrive à protéger à peu près 60% des chiens au lieu de 18% en Asie et de seulement 6% en Afrique, et que ça a un effet immédiat très positif sur les morts de rage humaine. Vous voyez, 0,34 par million d'habitants, on est 20 fois mieux qu'ici et on est 100 fois mieux que là. Donc pour une dépense qui est à peine 10 fois plus, on est de 20 à 100 fois mieux pour protéger. Donc ça montre très clairement qu'il est nécessaire de vacciner les chiens pour protéger les hommes. Suite à ça, l'OMS, la FAO, l'OIE qui est devenu l'OMSA, et puis ce que l'on avait créé, le Global Alliance for Rabies Control, se sont mis d'accord pour dire qu'en 2030, il n'y aurait plus de rage humaine d'origine canine dans le monde. C'est un doux rêve, mais enfin, ça a été dit, et ça a permis de faire avancer un certain nombre de choses, puisque 80% des cas étaient dans des régions rurales, et que 99% des cas étaient liés aux chiens, et que 40% des cas étaient liés, mais peut-être même plus, toucher des enfants. Quand on parle de la rage, en fait, il y a tous les mammifères sont sensibles à la rage, mais on a deux grands groupes qui sont en fait des bons vecteurs de rage. On a dans un premier temps les carnivores, et en particulier les carnivores sauvages, le renard, le chien vivrain, le putois, le raton laveur, la mangouste. Ils transmettent aux chiens, et c'est le chien qui va transmettre aux humains. Donc la voie de contamination des humains, elle est essentiellement là. Les 50 000 morts ou 60 000 morts par an sont ici. Évidemment, on a aussi beaucoup de virus de rage chez des chiroptères, des chauves-souris, insectivores, hématophages, frugivores. On peut avoir des cas de transmission directement à l'homme, mais en termes de poids pour la santé publique, c'est ridicule par rapport aux 50 000 cas de rage qui sont transmis par les chiens. On a une maladie qu'on appelle la rage, et on a en fait toute une famille de lissavirus, beaucoup de virus. Les virus dont je vous ai parlé jusqu'à présent, les virus de rage classiques, le virus du chien, c'est la rage classique qu'il y a ici. Mais il y a plein d'autres virus qu'on appelle les virus apparentés à la rage,
Et vous pouvez voir que, contrairement au groupe rabique où on trouve des hôtes très très variés, ici on a des virus qui sont essentiellement, souvent chez les chauves-souris, avec parfois des cas humains, mais qui sont rapportés par les chauves-souris, des situations aussi comme pour le virus Mokola qu'on trouve en Afrique par exemple, ou le virus Icoma qu'on trouve en Afrique aussi. On n'a pas encore trouvé réellement le réservoir. C'est pas fatalement une chauve-souris. Et tout ça crée 3 phylogroupes. Quand on fait de la phylogénie, on y reviendra tout à l'heure, le phylogroupe 1, le phylogroupe 2 et le phylogroupe 3. Nous sommes dans le genre Lissavirus, qui est dans la famille des Rhabdoviridae. Alors là, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'autres virus récemment qui sont tout le temps découverts. En Asie, là, c'est à Sri Lanka. Il y en a un à Taïwan récemment. Il y en a un en Europe encore récemment. Il y en a un autre en Sud-Afrique. Et en fait, quand on regarde les Lissavirus, on en trouve aussi qui sont chez les grenouilles et chez les lézards. Ça fait partie de la famille des Rhabdoviridae, qui est une des familles les plus explosées dans le monde vivant, avec différentes sous-familles, les alpha-rhabdovirinae, où il y a tous les mammifères dont on a parlé, mais même des poissons, des oiseaux, des lézards, des nématodes, etc., les gamma, les bêta, et les Lissavirus sont juste le petit genre que l'on voit ici et qui sont matinés avec un certain nombre d'autres virus qui infectent le monde vivant. C'est une famille virale qui a beaucoup, beaucoup réussi. Des travaux que l'on a montés il y a très longtemps, comme vous le voyez, c'est des travaux qui datent de 25 ans. On avait commencé à faire des phylogénies avec une horloge moléculaire. Et on s'est aperçu, quand on faisait ça, qu'il y avait en fait, si on mettait en vert les virus de chauve-souris et en rouge les virus de carnivores, on s'apercevait que les lissavirus de chauve-souris étaient plus anciens que les lissavirus de carnivores. Et on avait quelques exemples de ce qu'on appelle de spillover, de passage du virus de chauve-souris au virus de carnivore. C'est par exemple le cas du raton laveur aux USA, qui a ramassé un virus de chauve-souris qui avait été isolé dans les années 50 et qui maintenant brûle complètement toute la côte est des États-Unis. Donc on avait des changements d'hôtes qui étaient prédits de chauve-souris à carnivore d'après les arbres phylogénétiques. Et on a essayé de publier ça dans des journaux plus prestigieux que Journal of Virology, mais on nous disait à chaque fois, c'est bien gentil, mais montrez-moi que ça existe dans la nature. Et en fait, dans la nature, il y a eu quelques cas quand même. Il y a eu un premier cas, ce variant de Myodes dans les années 85 qui passe chez le renard, qui va faire quelques tours chez le renard, mais essai-erreur, finalement, le virus ne va pas prendre. Il y a quelques renards qui vont mourir, et puis il ne va pas y avoir une souche renard qui va se sélectionner. Mais dans les années 2001, ce variant de chauve-souris, Epticicus, passe chez la moufette, et là, en 2024, on a toujours le virus qui circule chez la moufette. Donc là, on a eu un passage efficace, un franchissement de barrières d'espèces qui crée un nouveau cycle chez le mammifère non volant, si je puis dire, chez la moufette, chez le carnivore. Et on s'aperçoit que ces passages, en fait, sont assez fréquents et existent là, je vous ai raconté l'histoire de la moufette. Donc, toutes les moufettes sont en rouge. Et vous voyez dans les arbres, de manière antérieure, de manière plus tôt, on a en noir des virus de chauve-souris qui viennent nourrir, en fait, les virus de moufette. Et on fait la même chose dans les années 2009 avec le renard, par exemple. Vous avez aussi le renard. Et donc, c'est un virus de chauve-souris qui est venu s'adapter au renard. Donc, ce qui se passe, c'est ça. Le virus circule chez les chauves-souris. Il circule chez les chauves-souris et puis les virus ont horreur du vide et de temps en temps passent chez les carnivores. Chez les carnivores, dans la plupart des cas, c'est un cul-de-sac. C'est comme la situation de l'homme qui se fait mordre par un chien. On meurt, mais on ne transmet pas. Et puis, il faut un deuxième type d'adaptation, une adaptation qui fait que le virus va être dans les glandes salivaires, etc., et qui fait que, finalement, on va avoir un virus qui va circuler chez les carnivores, et on va retrouver chez les carnivores un virus qui va évoluer, bien entendu, mais qui ressemble au virus de chauve-souris. Donc, c'est un franchissement efficace de barrières d'espèces. Alors, les chauves-souris, elles sont intéressantes. Ça, c'est un joli travail qui a été mené par l'équipe de Hervé Bourri, qui s'est passé en Espagne. Et vous avez des colonies qui ont été suivies pendant de Myodes, qui ont été suivies de Myotis, qui ont été suivies pendant une dizaine d'années. Et dans ces deux colonies, vous voyez, en noir, c'est la séroprévalence. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des chauves-souris qui ont des anticorps antirabiques jusqu'à 60%, qui fluctuent. La fluctuation n'est pas tout à fait en chorégraphie avec les PCR positifs. Donc, les PCR positifs, c'est si on détecte du virus. Ici, c'est juste les anticorps en noir. En rouge, vous avez le virus.
Et ce qui est intéressant, c'est de regarder des individus. Vous avez par exemple cet individu, donc les chauves-souris peuvent vivre très longtemps, et on peut récupérer les mêmes chauves-souris à plusieurs années de distance. Il est positif en sérologie, il se négative au bout de 3 ans. Vous avez celui-ci qui, au bout de 6 ans, était négatif, devient positif, se renégativise. Et là, c'est encore plus intéressant. On a un individu qui est séropositif, chez lequel on peut détecter du virus et qui va se négativer 2 ans après. Donc, ça veut dire que même si on a découvert les virus de chauve-souris parce qu'on avait trouvé des chauves-souris malades dans le fond des grottes, et c'est comme ça qu'on a découvert les virus essentiellement, en fait, toutes les chauves-souris ne succombent pas à l'infection, mais certaines semblent résister et clearer le virus. Et c'est ce qui signe en général une très longue coadaptation du virus à un animal jusqu'à tu me multiplies, jusqu'à être dans la situation tu me multiplies et je ne te tue pas. Un autre arbre phylogénétique qui concerne juste les virus de rage classiques et qui a été publié aussi par l'équipe de Hervé Bourri. Vous voyez ici, par exemple, vous avez les virus de chauve-souris qui sont ici et tout le reste, c'est les virus de carnivores sauvages et non sauvages d'ailleurs. Les virus de chauve-souris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ce fameux virus de raccoon, de raton laveur, qui est plus proche des virus de chauve-souris. Et quand on regarde les autres, on s'aperçoit qu'il y a une certaine logique, qui est une logique géographique. Vous avez les virus qu'on appelle cosmopolitains. C'était ceux qui étaient présents essentiellement en Europe et que l'Europe, à travers les colonisations, a emmené dans tous les pays du monde. En Amérique, en Afrique, etc. Et à côté, il y a des virus autochtones, endémiques, qui existent en Afrique, qui existent dans les régions du pôle, qui existent en Asie, etc. Donc on a à la fois les virus cosmopolites et les virus qui sont, on va dire, pays spécifiques. Et on trouve aussi des clusters spécifiques, à savoir que le virus, au bout d'un certain temps, s'est habitué à son animal, ou c'est l'inverse. C'est par exemple le cas des renards, le cas des chiens viverins, le cas des mangoustes, etc. On est en train de parler depuis tout à l'heure d'un virus que voilà, le fameux virus rabique avec sa forme de balle de fusil, une première structure qui est le génome en noir, protégé par la nucléoprotéine, la polymérase et la phosphoprotéine qui vont servir à le répliquer. Et une deuxième partie qui est composée de la membrane avec une enveloppe lipidique et 2 protéines. La glycoprotéine de surface, c'est celle contre laquelle on va faire des anticorps neutralisants. Et la protéine de matrice que vous voyez ici, qui est la protéine qui va donner la morphogénèse, la morphologie du virus. Le génome, on le voit ici, très simple, il code pour les 5 protéines dont j'ai parlé. C'est un virus ARN négatif. Ça veut dire que d'abord, il doit être transcrit dans les ARN messagers correspondants qui vont donner les protéines correspondantes dans la cellule. Et c'est seulement après qu'il va pouvoir se répliquer dans une forme positive, laquelle va servir à multiplier les formes négatives, donc les génomes viraux qui seront dans les virus fils. Tout ça, ça se passe dans des cellules et dans un petit compartiment qu'on appelle le corps de Negri. Le virus reconnaît un récepteur, rentre par endosome, il y a une baisse du pH, une fusion de la membrane virale avec la membrane de l'endosome et le virus se retrouve dans le cytoplasme. Mais il ne va pas aller n'importe où dans le cytoplasme, il va créer ces fameux corps de Negri dans lesquels vont se faire la transcription, la réplication. Et les protéines virales et les ARN viraux qui seront à l'intérieur vont rester à l'intérieur, vont pouvoir ressortir au moment où il est nécessaire de faire ce qu'on appelle du budding ou du bourgeonnement, et puis vont rentrer aussi à l'intérieur et vont interagir avec un certain nombre de facteurs cellulaires. Voilà des cellules fibroblastiques qui sont infectées au bout d'un certain temps, et vous voyez la présence de ces corps de Negri, les boules vertes, qui augmentent de plus en plus. Et dans les phases finales, vous voyez ici ces petits morceaux orange qui sont en fait des virus qui vont circuler le long des microtubules jusqu'à venir bourgeonner à la surface. Corps de Negri, parce que c'est Monsieur Negri qui, en 1903, les a trouvés. Et ces corps ont été utilisés pendant très très longtemps, simplement pour le diagnostic chez l'homme et chez le chien. Le corps de Negri, c'est un organelle liquide, sphérique, sans membrane. Donc, il vit simplement en se faisant lui-même par osmose, sa matière, osmolarité. Et c'est un site de réplication pour les ARN, pour les protéines virales. Et il y a un certain nombre de protéines virales et des protéines cellulaires qui peuvent graviter entre ces corps. Du coup, on est allé regarder, nous, ce qui se passait, c'est sur les protéines virales qui pouvaient éventuellement interagir avec d'autres protéines.
Ici, c'est la polymérase, la grande protéine qui fait la transcription et la réplication. Et vous la voyez, elle a des activités de transcription, elle est capable de lier l'ARN au moment où il faut le répliquer. Et en même temps, elle sait, on est en train de parler de faire des ARN messagers, ils doivent avoir des coiffes, donc elle a un certain nombre d'activités, méthyltransférases, etc., qui lui permettent de poser la coiffe. Et par des interactions que l'on peut mesurer par une méthode que l'on appelle le double hybride, on a trouvé que cette polymérase interagissait avec cette protéine humaine que l'on appelle Stoffen. Stoffen, c'est une protéine qu'on a trouvée, qui existe chez l'homme, mais qu'on a trouvée initialement chez la drosophile. Et elle est importante, très importante, car elle est impliquée dans la morphogénèse de l'embryon. Elle va se lier à la tubuline et elle va se lier à différents ARN qu'elle va apporter soit au pôle apical de la future mouche, soit au pôle basal, et comme ça, elle va créer le pôle apical et le pôle basal, et donc c'est le début de la morphogénèse de l'embryon de drosophile qui donnera une drosophile. Elle fait tout ça en s'associant aux microtubules et en utilisant les moteurs que l'on trouve sur les microtubules. On a trouvé que Stoffen interagissait avec plusieurs protéines virales, chez influenza, chez HIV, chez Ebola. Ce qu'on est allé voir, c'est si dans des cellules neuronales, qui sont les cellules spécifiques de la rage, si on marque les coordonnées gris en vert, donc c'est la polymérase qui est à l'intérieur et qui est marquée en vert, on s'aperçoit que Stoffen, qui est à côté, la protéine Stoffen, en fait fait les tours, interagit, fait le tour, vient interagir avec la polymérase autour des coordonnées gris, ce que nous montraient les interactions que l'on avait faites in vitro. Si on effectue un silencing, c'est-à-dire qu'on empêche ces cellules d'avoir du Stoffen, on détruit Stoffen dans les cellules, là vous avez les cellules normales et ensuite vous avez les cellules K-Stoffen. Dans les cellules normales, vous avez la progression progressive, les coordonnées gris se forment, deviennent de plus en plus petits et on arrive ensuite dans cette histoire de ce qu'on appelle une image de ciel étoilé parce que les gros coordonnées gris simplement ont donné des virus qui vont bourgeonner et sortir. Et on s'aperçoit que pour les protéines où Stoffen a été, pour les cellules où Stoffen a été tué, eh bien, on s'aperçoit que les coordonnées gris restent gros, ne deviennent jamais petits et n'arrivent jamais à se différencier en petits morceaux pour aller bourgeonner à la surface de la cellule. Et c'est donc cette interaction entre la polymérase, elle, et les coordonnées gris et la protéine Stoffen qui permet aux coordonnées gris d'aller bourgeonner, au virus d'aller bourgeonner à la surface. On a regardé si en utilisant ces souris qui étaient KO pour Stoffen, si on avait un effet sur l'infection. Donc ici, vous avez le pourcentage de mortalité de souris et vous voyez que lorsque l'on utilise le virus sauvage, ici, on a une mortalité en 5 jours, alors que lorsque l'on a des hétérozygotes ou des homozygotes qui sont mutés sur la protéine Stoffen, on arrive à augmenter le type de survie, le temps de survie. Alors ça ne veut pas dire, elles finissent toujours par mourir, ça ne veut pas dire que c'est le seul élément, mais ça fait partie des protéines qui aident à la multiplication du virus et qui continuent à être étudiées pour mieux comprendre comment fonctionne le virus. On est en train de parler d'un virus qui en fait fonctionne sur une cellule très particulière qui est le neurone. L'infection se passe en général dans le muscle. On a un certain nombre de récepteurs qui ont été postulés ici, certains comme l'acide nicotinique, le récepteur nicotinique de l'acétylcholine permet de multiplier le virus dans le muscle. Et ensuite, vous allez avoir le virus qui va rentrer dans la synapse à la fin du neurone et qui va suivre son chemin, l'entrée, l'endocytose qui va se situer quelque part ici, le transport axonal jusque dans la partie périnucléaire du neurone dans lequel il va se passer une réplication et puis ensuite un passage transsynaptique. Ceci chez l'homme va prendre à peu près 2 mois entre le moment où on est mordu dans le muscle et le temps que le virus va prendre pour monter le long de la moelle épinière jusqu'à arriver au cerveau. Et en revanche, les symptômes vont se dérouler à peu près 1 semaine et dans 100% ou quasiment 100% des cas, on meurt de rage. Le virus, dans les phases finales, peut être dans la salive et comme il est dans la salive, ça permet évidemment de transmettre. Alors j'en profite pour dire que l'homme n'est pas un bon transmetteur. En général, quand on est malade, on va pas mordre les autres, mais chez les carnivores, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace et qui permet la transmission. Alors, si on veut utiliser des méthodes pour essayer de développer des antiviraux contre la rage, on peut regarder la situation. Quels sont les avantages?
Il n'y a pas de thérapie existante, donc on pourrait en mettre une. Et il y a une très longue période d'incubation de 2 mois. Donc ça laisse le temps d'agir. C'est pas comme la grippe qui, en quelques jours, vous êtes infecté. Mais il y a des difficultés. Il faut atteindre le virus qui est dans le système nerveux. Et c'est une maladie négligée. Donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt des compagnies de les développer pour des virus qui ne permettent pas d'obtenir de l'argent par la suite. C'est difficile à dire, mais c'est la réalité. Les alternatives, c'est utiliser des drogues qui ont été utilisées pour d'autres virus, par exemple, et donc de les repositionner. C'est ce que fait la structure DNDi, Drug for Neglected Disease Initiative, ou alors cibler des mécanismes qui sont communs à d'autres virus, mieux aimés par les compagnies, on va dire. Influenza, éventuellement Ebola, éventuellement la rougeole. Et on a 2 stratégies majeures. Soit on cible le virus. Si on cible le virus, on a vu ça avec la Covid, on peut avoir des mutants, ou alors on cible la cellule, et si on cible un élément cellulaire, on a un risque de toxicité parce qu'on va jouer sur la cellule. Et là-dessus, on peut jouer sur l'entrée, on peut jouer sur l'endocytose, sur le transport axonal, sur la réplication et sur le transfert postsynaptique. Je vais vous montrer quelques éléments. Donc déjà au niveau de l'entrée, le premier point que l'on a testé dans le laboratoire, c'est les dermacéptines. Donc les dermacéptines, c'est des virucides, c'est des petits peptides, comme vous le voyez, 30 aminoacides de long, qui ont tendance à faire des hélices alpha, et en faisant leurs hélices alpha, elles vont déstabiliser les membranes. Ça, c'est une membrane lipidique. Et en fait, on les trouve dans la peau de ce type de grenouilles, et elles ont un effet antimicrobien, elles permettent à ces grenouilles de se protéger contre des virus enveloppés, HIV, herpès, ça a été montré, ou alors contre des bactéries, des levures, ou des protozoaires. Et on a étudié un certain nombre de ces dermacéptines, par exemple la molécule SK, chez laquelle on a fait des délétions, chez laquelle on a fait des mutations. Et vous pouvez voir la bleue et la rouge, ici c'est le pourcentage d'inhibition d'infection, elles sont très efficaces à des molarités de 7,5 à 10 micromolaires, à inhiber quasiment la totalité de l'infection in vitro. In vivo, on peut aussi les tester chez la souris, et c'est ce qu'on a fait, et on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de molécules qui permettaient d'atteindre une survie de 80%, alors que le virus seul provoque une mortalité de 30%, pardon, une survie de 30% seulement. C'est un aspect, le côté virucide à l'entrée. Il y a d'autres travaux qui ont été faits, des travaux très élégants qui ont été faits par l'équipe de Hervé Bourri aussi, qui travaille là-dessus sur des anticorps monoclonaux, avec 2 anticorps monoclonaux qui sont donnés à la souris par infusion intracérébro-ventriculaire et qui permettent, chez des souris qui sont déjà symptomatiques, d'obtenir un très bon niveau de protection par rapport à la souris normale qui va mourir complètement, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est pour l'entrée. Derrière l'entrée, on peut aussi avoir quelques exemples de repositionnement de molécules. Là, c'est des molécules qui sont parties d'une molécule bien connue, la mantadine, qu'on a beaucoup utilisée chez la grippe. Et vous voyez, les chimistes s'amusent à rajouter des éléments ici ou ça, et on va parler de ABMA et de DABMA. Et on va les comparer à une autre molécule qu'on appelle Arbidol, qui est utilisée aussi chez Influenza et qui bloque tout ça, ce sont des inhibiteurs de fusion. Donc là, on est en train de regarder la fusion. Si on regarde ces différentes molécules, dans des cellules BHK, on mesure l'IC50, donc la quantité de drogue qui est capable d'inhiber 50% de la culture. Et vous voyez que DABMA, par exemple, il en faut relativement peu pour inhiber 50% de la culture, à peu près au même niveau que l'Arbidol. Si on regarde comment ça marche, si on essaye de comprendre comment ça marche, s'il n'y a pas de drogue, si vous mettez une grande quantité de virus, vous voyez le virus qui est dans les endosomes et progressivement il rentre dans le cytoplasme. Quand on utilise ces molécules, eh bien le virus, il ne rentre jamais dans le cytoplasme, il reste bloqué, il y a une accumulation qui se produit dans les endosomes, et c'est exactement le phénotype que l'on observe lorsque l'on utilise des inhibiteurs d'endosomes bien connus comme EGA. Ce qu'on a continué à faire aussi, c'est faire des passages successifs en augmentant la quantité de DABMA. Et l'idée derrière ça, c'est de regarder quelles sont les protéines virales qui vont muter. On revient sur l'histoire des mutants parce qu'on les met sous pression. Et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'effectivement, les mutations apparaissent essentiellement au niveau de la glycoprotéine, ce qui a vraiment du sens parce que c'est la glycoprotéine qui est impliquée dans l'endosome et dans la fusion. Un dernier point, un peu plus compliqué, comment on peut essayer de bloquer la réplication avec les connaissances que l'on a. Donc ça, c'est le génome viral, noir là, le génome négatif,
protégé tout du long par la nucléoprotéine qui le protège. Et puis, de temps en temps, il doit effectivement se déprotéger de manière à permettre à la polymérase de le répliquer et de produire un génome fils qui est présent ici, qui, dès qu'il est produit, est reprotégé par des nucléoprotéines. Et on a une protéine, la protéine P, que j'ai notée en bas, là. Cette protéine P, elle est dimérique et elle a deux rôles. Elle a un rôle ici, au moment où la nucléoprotéine est libre, pour occuper l'extrémité de la nucléoprotéine, la délivrer à la polymérase, et donc ensuite sortir de ce trou-là et que ce trou-là devienne l'endroit qui va attraper l'ARN. Donc ça permet d'avoir une fixation spécifique de la nucléoprotéine sur l'ARN rabique. Et elle a un deuxième rôle qui est de contacter la polymérase, attirer la polymérase de manière à ce que celle-ci puisse faire son rôle. Comme vous le voyez, c'est l'extrémité NH2 terminale de la protéine, cette zone-là, qui est responsable de se fixer à la nucléoprotéine libre, et c'est dans une région un petit peu plus loin, entre 70 et 100 aminoacides, que l'on a l'interaction avec la polymérase. Alors on s'est dit qu'on allait produire des peptides qui miment ces interactions-là. Et on va voir si ces peptides vont bloquer l'infection parce qu'ils vont occuper des endroits qui normalement sont occupés par les protéines complètes. Et effectivement, si on regarde in vitro, si on arrive à produire dans la cellule les différents peptides, on s'aperçoit que, par exemple, le peptide P60, le grand, est capable d'inhiber jusqu'à 99% pendant 50 heures les cultures cellulaires. Le P42 est un peu moins efficace, mais on voit que le P60 est très efficace. Et on peut voir ça aussi et faire différemment. Voilà les peptides dont je parle. On peut prendre d'autres peptides qui permettent de franchir les barrières, les membranes virales, on marque ces peptides avec une couleur. Vous avez le virus qui infecte deux types de cellules ici. Lorsqu'il y a des peptides qui sont en vert, parce qu'ils sont marqués, vous apercevez qu'on a une baisse de l'infection en rouge. On peut quantifier tout ça, mesurer l'inhibition de réplication que l'on observe jusqu'à 95%, et on peut aussi mesurer l'inhibition de production de virus infectieux. Voilà, c'est quelques exemples que l'on avait développés au laboratoire et qui vous montrent que l'on peut faire des choses relativement intéressantes. Certaines d'entre elles ont été éventuellement regardées par des producteurs, mais pour l'instant, il n'y a encore aucun antiviral qui est réellement pour la rage sur le marché. Il n'y a pas que la thérapie. Les vaccins, ça sert d'abord à se protéger. On ne peut pas aller visiter le musée Pasteur en ce moment parce qu'il est en réfection, mais ça, c'est le vaccin de Pasteur qu'on y trouve normalement. C'est de la moelle épinière de lapin. Pasteur avait compris que le virus était dans le système nerveux, qui est dessicqué, et c'est ça qu'on va donner. Donc suite à ça, au départ, beaucoup des vaccins rabiques ont été faits à partir de tissus nerveux, des cerveaux de moutons, des cerveaux de souriceaux. Le problème, c'est qu'on y trouve de la myéline et que la myéline de ces animaux-là peuvent être relativement similaires à la myéline humaine et ça crée des problèmes, sans compter tout ce qui peut être amené comme pathogène à partir de cerveaux. Donc, suite à ça est arrivée la culture cellulaire qui est sûre et efficace. Et donc, les premiers ne sont plus du tout recommandés par l'OMS. On utilise uniquement les vaccins de culture cellulaire. Chez les animaux, il y a eu un petit peu plus de variété. On a fait les mêmes virus, mais en plus, on a pris des virus recombinants, des virus atténués, et on va en parler un petit peu plus tard. Et je répète ici qu'il n'y a pour l'instant pas de thérapie possible, pas d'antiviral efficace. Là, la rage a été quand même le premier exemple de la réussite de l'élimination du virus d'un réservoir sauvage par la vaccination. La rage du chien de Pasteur est passée dans les années 40 au renard. Alors, est-ce que c'est la rage du chien qui est passée au renard? Est-ce que la rage du renard existait et on la voyait pas parce qu'on regardait que le chien? Mais juste pour vous expliquer aussi que cette rage du renard aussi, à la fin, elle est passée sur le chien vivrin, par exemple, dans les régions baltes. Et là, le chien vivrin, c'est en fait une civette. C'est une civette qui a été importée par l'homme de l'Asie du Sud-Est au moment où il était intéressant de faire le commerce de la fourrure. Quand le commerce a plus été intéressant, les animaux ont été relargués dans la nature. Ils ont parfaitement survécu, donc à distance de là où ils étaient nés, si je puis dire, puisque c'est dans le pays baltique. Et maintenant, c'est un des vecteurs de rage le plus important que l'on a dans les pays de Balte. Donc toujours l'importance de l'homme dans la transmission de ces virus-là. Et la situation de la rage du renard dans les années 88, vous voyez, c'est la situation rouge ici. Un quart de la France était prise. Les mesures ont suivi.
On a décidé dans un premier temps de décimer les renards, de les abattre, de les piéger, de les empoisonner, de faire du gazage de terrier. Alors c'est très beau à regarder comme ça, enfin c'est très moche à regarder comme ça semble très efficace. En fait, c'est totalement inefficace. La nature a horreur du vide, les renards se reproduisent très vite et en plus de ça, les renards sont très territoriaux, donc ça a permis de faire des avancées très importantes de la limite de la rage dans les pays. Et suite à ça, on a donc développé pour la première fois des vaccinations orales par des vaccins oraux qui doivent se répliquer un minimum dans la bouche du renard de manière à exciter le système immunitaire. Et il y a eu des vaccins recombinants, des virus qui ont été atténués par mutation antigénique et d'autres simplement par passage. Et vous voyez qu'un renard qui est positif dans un monde susceptible va transmettre à tout le monde, alors que quand il est dans un monde de protégé, eh bien, il ne va pas transmettre et ça va éteindre l'infection. Et en faisant ceci, on s'est aperçu, si on compare, les régions vaccinées entre 78 et 2018 sont ici, en bleu. Là, c'est la situation en 83. Chaque point rouge, c'est un renard infecté. Et en 2017, vous voyez que cette vaccination orale des renards, et c'est le premier exemple au monde de l'élimination d'un réservoir sauvage, d'un virus dans un réservoir sauvage, a complètement fait éliminer la rage de l'Europe de l'Ouest. Ça nous coûte relativement cher d'ailleurs, puisqu'on est toujours obligé de vacciner des zones pour éviter que les virus qui sont toujours là ne reviennent dans la partie de l'Europe. Chez les humains, on a pas mal de vaccins qui sont aussi disponibles. Là, je vous montre juste la totalité. On parle plus du tissu nerveux, mais on a des vaccins qui sont produits sur des œufs embryonnés. On a des vaccins qui sont produits sur culture cellulaire, hein. Donc plusieurs brands qui sont ici. Et parmi ces brands, certains sont préqualifiés par l'OMS pour injection intramusculaire et d'autres sont aussi recommandés pour l'injection intradermale. Juste pour vous dire que l'injection intradermale, c'est beaucoup moins de virus qui est utilisé, de vaccin qui est utilisé que l'infection intramusculaire, à peu près 10 fois moins, et pour une efficacité qui est à peu près la même. Donc ça, c'est un point qui est important dans les pays qui manquent de vaccins. On peut effectivement économiser les doses. La raison, c'est qu'on pique sous la peau et que sous la peau, on a des cellules dendritiques qui circulent et qui excitent très facilement le système immunitaire. Le problème, il est que les souches vaccinales dont on est en train de parler, elles viennent tous de ce groupe-là, du phylogroupe 1. Elles sont efficaces contre les virus du même groupe, plus ou moins efficaces contre ceux-là et pas efficaces contre les dernières. Je donne des exemples. Il y a très longtemps, dans les années 2000, comme vous voulez voir ici, on a beaucoup parlé de vaccins ARN pour la Covid, mais il y avait très longtemps qu'on développait des vaccins ADN. C'est un peu la même chose, c'est des plasmides qui vont produire un ARN messager qui code pour la protéine de rage. Comme je vous l'ai dit, c'est l'antigène vaccinant majeur. Et donc, on peut produire une protéine de rage de ce groupe-là, donc c'est une protéine de rage classique, et une deuxième qui est une protéine de rage du groupe Mocola, du deuxième groupe, du phylogroupe 2. Donc l'une est en rouge, l'autre est en jaune. Et si on regarde les anticorps neutralisants, on s'aperçoit que celle du groupe 1 provoque des anticorps neutralisants contre le groupe 1, pas contre le groupe 2, et vice-versa pour celle du groupe 2. On peut par la suite faire la même chose, c'est des collègues qui ont fait la même chose, pas avec juste la protéine, mais avec la totalité du vaccin, du virus, du vaccin donc, et on obtient exactement les mêmes résultats. Vous voyez ici, le virus rabique, lorsque l'on vaccine avec le virus rabique, on a un bon taux contre la rage, mais pas du tout contre le phylogroupe 2 et pas du tout contre le phylogroupe 3. Et un deuxième exemple, quand on regarde un virus du groupe 3, il protège contre le groupe 3, mais pas contre les autres. Donc on a des vaccins anti-rabiques et on n'a pas des vaccins anti-lissavirus. Comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Dès les années 2000, nous, on s'est dit, eh bien, on connaît bien la glycoprotéine de rage et on connaît en particulier une sorte de jonction ici qui permet de développer, de différencier deux domaines, un domaine de pied et un domaine de tête. Et est-ce qu'il ne serait pas possible de faire des chimères où la moitié de la protéine viendrait d'un élément et la moitié de la protéine viendrait de l'autre élément? Et on a fait ça, et en faisant ça, on s'aperçoit que quand on a, ce que je vous montrais tout à l'heure, quand on a la protéine jaune, elle protège contre le premier groupe, la protéine rouge, elle protège contre le deuxième groupe, et la protéine chimérique,
elle a une protection balancée contre tous les groupes. Et c'est une manière d'essayer de développer des vaccins anti-Lissa virus plutôt que de développer des vaccins anti-rabiques. On est même allé plus loin, je ne le montre pas ici, mais à la jonction, on est capable d'ajouter des épitopes d'autres pathogènes et donc faire de la protéine de rage un porteur d'épitopes étrangers. La même chose a été peut-être faite de manière différente, ça c'est des collègues. Donc eux, ils se sont pas embêtés à travailler sur une protéine, ils ont simplement pris un gros virus, le virus de la vaccine, hein, vous savez, on parle de monkeypox en ce moment, c'est un virus qui est pas très très loin de monkeypox. Il est très gros, donc on peut lui mettre dans ses gènes 2 gènes de glycoprotéines de lissavirus différents. Et là, c'est pas très facile à voir, mais vous pouvez voir, on a des virus de vaccine, par exemple ici, qui ont une seule glycoprotéine de rage, 2 protéines de rage plus une protéine du phylogroupe 3, etc., etc. Et on s'aperçoit que, par exemple, si on challenge avec le virus de rage, eh bien, simplement les virus vaccines qui possèdent la glycoprotéine de rage font une survie de 100% des souris, vous voyez voir, soit 100%, 90%. Si on challenge avec du mocola, c'est simplement celles qui ont du mocola qui survivent à 100%, les autres meurent. Et si on challenge avec du West Caucasian, eh bien, c'est seulement celles qui sont West Caucasian qui survivent. Donc, ça veut dire, globalement, qu'il y a la totalité on a 2 manières d'accroître le spectre des vaccins. Soit on combine plusieurs glycoprotéines dans le même porteur, soit on fait des chimères. On a essayé de vendre ça, entre guillemets, aux compagnies, mais les compagnies n'étaient pas intéressées parce qu'il n'y avait pas suffisamment de marché pour faire un vaccin anti-lissavirus. Et on est en train de travailler fondamental sur la rage lorsqu'arrive l'épidémie d'Ebola en Guinée. Donc l'épidémie d'Ebola, elle a commencé dans la forêt. Donc la forêt est humide ici. Là, c'est plus sahélien, c'est plus sec. Elle a commencé dans la forêt, c'est en 2014. Elle a explosé dans le pays pendant tout 2014 et elle a été dans tout le pays. Et comme d'habitude, elle s'est terminée sur la côte, là où il y a les villes les plus importantes, puisqu'il y a une transmission interhumaine importante. Et elle s'est terminée en fait au début 2016. Ça, c'est l'ensemble des cas qu'on voit ici. Le Pasteur a eu un rôle définitif très important avec le premier diagnostic qui a été effectué à Paris et à Lyon. Et puis, on attendait du Lassa, et en fait, ça a été du Ebola. C'est la première fois qu'on avait Ebola en Afrique de l'Ouest. Et très vite, l'Institut Pasteur de Dakar est venu à l'hôpital de Donka et a aidé la Guinée à faire le diagnostic du virus Ebola jusqu'à la fin de l'épidémie. Les groupes du Pasteur Network sont aussi venus, dans un premier temps, pour aider les équipes européennes qui s'installaient à Guékédou, et dans un deuxième temps, pour se mettre spécifiquement à Macenta. Donc Macenta, c'est dans la forêt, c'est par ici, et se mettre à Macenta, où on a monté un laboratoire pour faire le diagnostic en soutien de la Croix-Rouge française qui était présente sur place. Suite à ça, le président de l'époque, Alpha Condé, a demandé au président de l'époque, François Hollande, s'il était possible de construire un Institut Pasteur en Guinée. Il y avait un Institut Pasteur qui existerait déjà, peut-être que dans les questions, on pourra en venir là-dessus. Et Christian Bressot a signé, et là, on a l'ex-ministre de la Santé et l'ex-ministre de la Recherche. Ceci a été financé par l'AFD et par le ministère français des Affaires étrangères. On a mis un certain temps à construire le laboratoire Pasteur. Au départ, on a été hébergé par l'université et on a rénové un laboratoire Pasteur qu'on a appelé le laboratoire intermédiaire, qui nous a permis de faire la plupart des tests Covid d'ailleurs, dans l'université Gamal Abdel Nasser. Et ensuite, on a obtenu 1 hectare de terrain à proximité de l'université et on a construit l'Institut Pasteur de Guinée, dans lequel on est rentré en 2021. Comme vous le voyez, c'est un institut qui est aux normes européennes, avec un vrai P3, avec un insectarium, avec des P2, avec une biobanque, dans un pays qui ne fonctionne pas vraiment aux normes européennes. À savoir qu'on a des difficultés d'électricité, on a plusieurs types de difficultés qui fait que c'est pas toujours facile. Pour la stratégie de l'Institut, eh bien, on fonctionne selon le trépied pasteurien: santé publique, diagnostic, prendre soin de la population, recherche, fondamentale, opérationnelle, translationnelle, former les gens, formation, cours, stage. Et on est dans le concept One Health,
qui mélange l'environnement, la santé animale et la santé humaine. Nous faisons ça en connexion directe avec les ministères concernés et les instituts qui vont avec, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour ce qui est de recherche et de formation, le ministère de la Santé qui fait un pont entre la santé publique et la santé humaine, bien sûr, le ministère de l'Élevage et des Productions animales et le ministère de l'Environnement. L'Institut Pasteur de Guinée a une vision de développer des capacités humaines et des technologies de référence pour une recherche au service de la santé des populations en Guinée et dans le monde. On a grossi depuis qu'on est rentré dans le nouveau bâtiment. Donc la partie recherche, on a une unité de virologie qui est la plus importante, évidemment, puisque je suis virologue et qu'on avait commencé par la montée. Une unité de parasitologie qui travaille sur la trypanosomiase, la Guinée étant un pays phare de l'élimination de la trypanosomiase, avec Brice Roturo qui la dirige. C'est Pierre Roch qui dirige actuellement l'unité de virologie. On a un nouveau responsable de la bactériologie qui vient d'arriver, qui monte son unité. On a une biobanque où on met tous les échantillons. Et en matière de santé publique, on est en train de finir la construction du laboratoire de biologie médicale et du centre de vaccination. On ne peut pas faire ça sans avoir un fort support, fonction support, le DAF bien entendu, mais la comptabilité, la logistique et les ressources humaines. Des points qui sont très très importants en Guinée, c'est la maintenance, parce qu'on a des appareils très sophistiqués qu'il faut maintenir. Évidemment, dès qu'on est arrivé, on s'est intéressé à la rage. Quelle est la situation de la rage en Guinée? Et on a fait ça dès 2017. On n'avait pas encore le laboratoire qui avait été construit, avec une master de l'École normale supérieure de France, Valérie Bouteiller, et avec un enseignant vétérinaire, de l'université de Dalaba. Donc c'est l'Institut supérieur des sciences de médecine vétérinaire de Dalaba, Numouké Kanté. Ils sont allés se balader dans les différentes préfectures de Guinée, avec des questionnaires demandant combien de cas vous avez, est-ce qu'il y a des morsures de chiens, quelle est la disponibilité des vaccins, traitement post-exposition. Et ils ont posé les questions aux services médicaux, les centres de santé, les hôpitaux, les pharmacies, les hôpitaux préfectoraux, régionaux, et aux services vétérinaires, donc c'est les mêmes avec les vétérinaires en poste et les vétérinaires privés. Et les données qu'on a obtenues sont les suivantes. Quand une personne est mordue par un chien, donc là on est en 2017, elle va très souvent chez le vétérinaire, qui la réoriente au centre de santé. On a entendu certains vétérinaires qui faisaient directement les vaccinations à l'époque, mais enfin bon. Le lavage de la plaie est fait tout à fait correctement, et la vaccination se fait si le vaccin est disponible. Et il n'y a pas d'immunoglobuline, on y reviendra plus tard. Et parfois, il y a recours à la médecine traditionnelle. Lorsque la personne est enragée et arrive à l'hôpital, on essaye d'isoler la personne à l'hôpital parce que les gens ont peur qu'il y ait une transmission interhumaine. Je le répète, il n'y a pas de transmission interhumaine de la rage. Parfois, des sédatifs et de la réhydratation est faite, mais souvent, la personne retourne à la maison où elle va mourir. Et il y a une véritable détresse du personnel médical. Au niveau vétérinaire, si le chien n'est pas retrouvé ou s'il est tué, on essaye de vacciner le patient si les vaccins sont disponibles. Si le chien est trouvé ou connu, on observe le chien chez le propriétaire pendant 2 semaines et on ne va vacciner le patient, enfin c'est ce qui se faisait à l'époque, seulement si le chien devenait symptomatique. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, évidemment. Il faut vacciner immédiatement la personne mordue et si le chien n'a pas de symptômes, on peut éventuellement arrêter les vaccinations. Mais voilà, c'est ce qu'on avait recueilli. Donc, il n'y avait à l'époque aucun diagnostic biologique de la rage en Guinée. Au niveau de la distribution des vaccins, on s'aperçoit qu'on avait des vaccins qui étaient disponibles dans quelques endroits, mais pas partout. C'était souvent des vaccins qui étaient disponibles de manière privée. Il n'y avait pas beaucoup de distribution, on va dire, étatique des vaccins. Si on regarde maintenant les règles de l'OMS en matière de vaccination rabique, vous avez plusieurs catégories. La catégorie où on n'appelle pas d'exposition, léchage de peau intacte, il faut simplement laver la peau et on ne fait pas de vaccination. Le deuxième cas, c'est si on a une petite abrasion non saignante avec des griffures, et là, dans ce cas-là, on commence à faire la vaccination après le lavage intensif de la peau. Là, je vous montre les 3 méthodes classiques de vaccination. Alors, celle-ci, c'est 5 doses. C'est des doses intramusculaires, donc qui consomment beaucoup de virus, et avec 5 voyages qui doivent être faits normalement, si on veut aller jusqu'au bout, J0, J3, J7, J21 et J28. Ceci a été simplifié en faisant 2 doses le premier jour et en limitant les visites. Et puis, à l'Institut Pasteur du Cambodge, il y a eu encore une version plus courte qui a été faite en 7 jours, avec cette fois-ci des doses intradermales qui consomment moins de vaccins
Et donc, sur 7 jours, vous faites la vaccination complète. Catégorie 3, 90% des cas, c'est quand on est mordu et qu'on a du sang et éventuellement une contamination des muqueuses ou alors une léchure de blessures, etc. Et dans ce cas-là, il faut faire les vaccinations, il faut faire le lavage et en plus, l'OMS dit qu'il faut une application locale de sérum, que ce soit des immunoglobulines qui ont été produites chez l'homme ou qui ont été produites chez l'équin, chez le cheval. On peut faire l'observation du chien, on observe pendant 15 jours. S'il développe la rage, évidemment, on continue la vaccination. S'il ne donne pas de signe de rage, 15 jours, c'est à peu près ici, on peut dire qu'on va gagner ce nombre de doses qu'éventuellement on ne donnera pas. Moi, je conseille toujours d'aller au bout de la vaccination parce qu'une fois qu'on est allé au bout de la vaccination, on est vacciné. Si on fait le diagnostic, on peut imaginer qu'en 5 jours, on a le diagnostic. Donc voilà, 5 jours, c'est ici. On peut gagner encore plus de doses si jamais le chien n'était pas positif. Lorsque l'on est arrivé en 2017 en Guinée, il n'y avait aucune immunoglobuline et il n'y avait pas de diagnostic sur cerveau de chien. Pas d'immunoglobuline, pas de diagnostic. Le reportage n'était pas optimal, on va revenir tout à l'heure, et il n'y avait pas suffisamment de vaccins. Les méthodes de vaccination qui étaient utilisées dans les différentes villes, que je montre ici, certaines d'entre elles, celles qui sont en orange, correspondent aux méthodes orthodoxes, mais un certain nombre d'autres villes avaient des méthodes qui étaient déviées par rapport au système orthodoxe. Et par exemple, dans la ville de Lola, pour pas la citer, on avait une seule vaccination qui était proposée par les gens. Le traitement partiel, évidemment, c'est un risque pour le patient et il n'y avait jamais de vaccination, il n'y a toujours pas d'ailleurs, de vaccination intradermale dont je l'ai déjà dit, qui peut faire gagner des doses de vaccin. Suite à ça, on a fait un premier rapport en juillet 2017 et je dois dire que ce premier rapport a fait avancer les choses. En mars 2018, il y a eu un atelier sur le contrôle de la rage qui a été organisé par le GARC dont je vous parlais, l'ONG qu'on avait créée au départ, et qui a un outil qu'on appelle Step Approach Toward Rabies Elimination Assessment, où le pays est scoré. Donc la Guinée score 1,5, le maximum que l'on peut faire, c'est 5. Donc c'est assez débutant comme score. Les estimations disaient, alors ils ont des systèmes de modélisation, qu'on s'attendrait en Guinée à avoir à peu près 515, c'est ce que donnaient les estimations, cas de rage annuels. 515, c'est bien noté ici. Très peu de vaccination des chiens et des PEP au niveau de 10 000. Juste après, en juin 2018, il y a eu un plan d'action national qui a été promu avec des ateliers qui ont été créés par la FAO. Donc les choses ont avancé. Et nous, à l'Institut Pasteur, entre mai 2018 et mai 2019, on a organisé une évaluation sur le terrain où on a envoyé 9 étudiants vétérinaires de l'école de Dalaba collecter les données des 10 dernières années, de 2008 à 2017. Collecter, c'est-à-dire aller voir tous les vétérinaires privés, les postes vétérinaires, les hôpitaux, etc., et essayer de tourner les cahiers pour avoir des chiffres. Les chiffres sont les suivants que l'on a obtenus. Bon, c'est pas complètement fini l'analyse, mais là, vous avez les chiffres qui sont donnés au niveau local, quand on va regarder au niveau local. Ça, c'est au niveau préfectoral, les chiffres qui sont collectés au niveau préfectoral, un peu plus haut au niveau régional et enfin au niveau du pays. Plus on est foncé, plus le rapport est complet. Ici, par exemple, c'est des rapports complets, alors que dans beaucoup d'endroits, soit on n'a pas de rapport, soit on a des rapports qui sont incomplets, soit on a des rapports qui ne parlent que de vaccination. On s'est très rapidement aperçu que l'endroit où c'était le plus efficace, c'était sur les préfectoraux, et on a fait une analyse un petit peu plus importante là-dessus, en compilant toutes les données qu'on avait obtenues, et on a regardé les cas chez les bovins et les ovins des caprins, chez les chiens et chez les hommes, et on s'aperçoit qu'il y a des situations extrêmement différentes, dépendant des différents endroits de la Guinée. Là, on est dans la forêt, à Nzérékoré, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que les cas de morsures humaines sont largement rapportés, beaucoup moins chez les bovins et chez les chiens. Alors que dans un autre endroit, l'Abbé, par exemple, qui est dans le Fouta de Jalon, c'est un endroit où on fait beaucoup d'élevage, eh bien là, c'est les morsures ovins, bovins, caprins qui sont majoritairement rapportées, et pas les morsures humaines. On a fait une colte mal taillée en étudiant plus spécifiquement, vous voyez que c'est la situation la plus équilibrée, on la voit lorsque l'on regarde les préfectures. Et les données que ça nous a données sur 10 ans, 13 000 morsures de chiens, donc 1300 morsures de chiens par an, 98 cas cliniques, donc rage clinique,
pas de diagnostic. Chez le chien, ça fait 10 cas par an. Et 2 cas cliniques chez l'homme. 20 cas cliniques chez l'homme, ça fait 2 cas par an. Comparé aux 515 qui ont été donnés par le module. C'est le modèle, pardon. Bon, on s'y attendait, c'est essentiellement les enfants qui sont touchés, ça c'est pas étonnant, les enfants en dessous de 15 ans, mais on est dans des pays où il y a une grande majorité de la population qui est jeune. Suite à ça, des choses ont évolué en Guinée, de manière très positive, je dois dire. Il n'y avait, comme vous le souvenez, en 2017, pas de diagnostic des chiens mordeurs. On a maintenant 4 laboratoires qui ont été mis en place en Guinée avec le support de la FAO et qui font le diagnostic par immunofluorescence. Et ce faisant, même si ça ne concerne pas tout le pays, on a à peu près 80 chiens qui sont diagnostiqués positifs par an. Je vous rappelle que dans l'étude que l'on a fait, on avait simplement 10 cas cliniques. Là, c'est du diagnostic. Là, c'est du clinique par an. Donc, on a au moins on a gagné un facteur 10 au moins de ce point de vue-là. Les recommandations de l'OMS ne sont pas strictement suivies. Il n'y a toujours pas d'immunoglobuline. En fait, beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas d'immunoglobuline. Il faut être honnête. C'est pas la Guinée qui est particulièrement ciblée là-dessus. La vaccination a lieu souvent trop longtemps après la morsure et souvent les gens ne reviennent pas parce que même si on a réussi à réduire le temps entre 2 injections et le nombre d'injections, ça coûte cher de se déplacer. Mais les vaccins humains sont plus régulièrement fournis. En particulier, le pays commence à fournir dans les différents hôpitaux ou les différents CTP des vaccins humains. Donc c'est une très bonne chose. Et ce qui est clair, c'est que la rage reste une problématique qui est plutôt du côté vétérinaire. Une vaccination des chiens a été entreprise. Il y a eu une campagne nationale importante qui a été mise en place par le groupe One Health et par la Guinée en 2023. Et à l'Institut Pasteur de Guinée, on met en place des études CAP sur 5 villes différentes. Il y a d'autres études CAP qui ont aussi été mises en place par la Guinée. Donc, il y a vraiment des études qui se mettent en place. Le point faible, il est ici. Les cas humains qui sont probablement trop faiblement rapportés. Là, par exemple, à la NSS, qui est la structure qui regroupe tous les cas, qui collecte tous les cas, en 2017, les morsures de chiens n'étaient simplement pas rapportées. Et vous pouvez voir que progressivement, elles ont été rapportées. 736, 1834. Là, on a le trou de la Covid. Il y a moins de gens qui pouvaient rapporter les choses. Et puis, vous pouvez voir qu'actuellement, on rapporte à peu près 3250, donc bien plus que ce que l'on a fait sur les 10 ans de surveillance. 3250, c'est une estimation de ce qui va se faire en 2024. Les cas humains ont augmenté, mais très peu. On ne rapporte toujours qu'une dizaine de cas humains par an, rapportés aux 515 que le modèle donne. Le modèle, il est peut-être faux, on ne peut pas dire que ce soit aussi important que ça, mais peut-être que la vérité, elle est entre les deux. Et là, j'ai pas de réponse complète, c'est ce que l'on voit. Ce que l'on a vu aussi, c'est que le diagnostic commence à se mettre en place et on a comparé à l'Institut Pasteur de Guinée les résultats que l'on avait par qPCR avec le laboratoire de diagnostic vétérinaire qui est présent à Conakry. Donc, vous voyez que sur 25 échantillons qu'on a testés, 13 étaient positifs en rouge pour les 2 laboratoires, à la fois pour l'immunofluorescence et pour la PCR. 3 étaient négatifs pour les 2, mais pour 9, on avait une inconsistance. Donc, positif dans un cas, négatif dans l'autre, ou vice-versa. Donc, il y a encore des progrès à faire pour le diagnostic, mais ça s'est largement amélioré. Et on a commencé à pouvoir faire des arbres phylogénétiques de la Guinée. Et là, vous avez les échantillons dont on vient de parler pour le diagnostic. Donc la Guinée, comme je vous l'ai dit, vous avez le virus cosmopolite en Afrique qui a été amené par l'homme. Mais en Guinée, c'est bien le virus authentique qui est présent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces virus que l'on voit ici et que l'on a récemment, 2021-2023, identifiés, sont différents de ceux que l'on avait en collection au Centre national de référence en France, qu'on avait dans les années 90. Donc, il y a eu une évolution et on est en train d'étudier cet aspect-là. Voilà, je vais pas être trop plus long, j'ai déjà été trop long. Donc, l'Institut Pasteur, les différentes équipes qui ont travaillé, c'est essentiellement l'équipe que je dirigeais à l'Institut Pasteur, mais en collaboration avec d'autres équipes que je cite ici, des collaborations internationales qui m'ont donné un certain nombre de diapositives. Et je voudrais surtout dire en Guinée, l'Institut Pasteur de Guinée, avec les personnes qui ont travaillé sur la rage, évidemment, il n'y a pas tous les gens ici, il y a les gens qui ont travaillé sur la rage, une bonne collaboration avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire
Sakoga Keita, Seni Mané, les gens qui sont actuellement en place, parce que ça, c'était les premiers qui nous ont aidés. Pepe Bilivogui, qui était à la NSS et qui maintenant est à l'OMS, mais qui travaille beaucoup sur la rage, avec laquelle on a beaucoup travaillé dans le cadre du One Health. Les Numuke Kante et tous les étudiants vétérinaires. On a reçu 19 étudiants vétérinaires depuis qu'on est ici sur nos différents projets. Et enfin, le laboratoire central de diagnostic vétérinaire de diagnostic avec Bérété et Ramadan. Voilà. Juste un dernier mot pour parler du moucrage, parce que je fais ce speech, puisqu'en octobre va commencer le moucrage, où on va avoir 27 présentations par des experts internationaux. Ce que j'ai dit là va être décortiqué sur le menu. Il va y avoir les diapos et les présentations seront en anglais, je suis désolé, mais les sous-titrages en français et en portugais sont disponibles. Dans la version de 2022, parce que c'est une réédition de ce MOOC, on a eu 2560 participants de 119 pays et 60 qui ont passé l'examen final qui donne un résultat, enfin qui vous donne un papier. Bon, évidemment, il faut payer pour passer l'examen final, alors que le MOOC en soi peut être suivi de manière complètement gratuite. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, j'ai déjà été trop long et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Noël pour cet exposé passionnant qui va effectivement de la recherche fondamentale à vraiment la recherche de terrain et des solutions pratiques. C'était vraiment extraordinaire. Et même de même passer par Ebola, la création de l'Institut Pasteur, super intéressant. Merci à tous mes collègues, notamment les collègues africains que j'ai vus nombreux, mais pas que les Africains, et tous mes amis d'Algérie, les instituts Pasteur, etc., dont j'ai vu globalement les interventions. Nombreux en ligne. Ouais. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci Noël. À très bientôt. À très bientôt.